السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع الباحث والدكتور محمد الأخضر معقال قراءتنا التاريخية لفترة زمنية تدوم أكثر من حوالي 100 سنة من تاريخ الجزائر المعاصر 1910-2010. وصلنا دكتور الأخضر معقال في المرة السابقة، وصلنا في الجزء الرابع من هذه السلسلة في الحلقات إلى غاية الحلقة 29 من الجزء الرابع. وصلنا إلى مرحلة السيد يمين زروال، الرئيس الأسبق يمين زروال، وأشرنا إلى ضرورة الحديث عن الخصائص العامة التي ميزت مرحلة الرئيس الأسبق يمين زروال في فترة رئيس الدولة ورئيس الجمهورية، من حيث أولا سياسة داخلية، ومن حيث السياسة الخارجية، ومن حيث البعد الاقتصادي، الإرهاب، العلاقات الدولية. يعني هذه الأشياء، يعني في السياسة الداخلية موجود مثلا الاقتصاد، موجود مثلا الإرهاب، مثلا موجود الحوار بين مختلف الشركاء السياسيين، الطبقة السياسية، المجتمع المدني وما إلى ذلك. وهناك طبعا الجانب الدبلوماسي، لأنه زروال ربما كانت معالم سياسته الداخلية والخارجية واضحة، جاء ليؤدي مهمة معينة واضحة المعالم، ثم بعد ذلك أعلن عن استقالة عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. إذا في تقديرك دكتور محمد الأخضر معقال، وأنا فقط ما أشرت إليه ما هو إلا إشارات وتنبيهات بلغة أبي علي بن سينا، طبعا ممكن أن تذهب في تفاصيل أخرى أو في أعماق أخرى لمرحلة اليمين زروال. في رأيك دكتور معقال، ما هي الخصائص الكبرى مبدئيا في كلمة أو كلمتين، ما هي الخصائص الكبرى التي ميزت حكم السيد يمين زروال في فترة رئاسة الدولة ابتداء من جونفي 94، وفي فترة رئاسة الدولة ابتداء من 95، من 16 أفريل 95. ما هي الخصائص العامة؟ Quelles sont les grandes caractéristiques qui ont marqué les deux périodes les plus importantes de Zerwal, c'est-à-dire Zerwal chef d'État, Zerwal président de la République? Bien. Je crois qu'une des choses tout en gardant notre ligne de pertinence, c'est-à-dire pour le rappeler à nos amis internautes, nous travaillons dans la connexion des rapports entre tout mouvement d'encadrement et tout mouvement élitaire. Il faut garder ça à l'esprit pour comprendre les développements. Les enchaînements. Sinon, il y a d'autres logiques de lecture qui ne sont pas les miennes ni celles que nous présentons, mais qui sont possibles, qui sont tout à fait à prendre en considération. Quand on est arrivé pratiquement à la veille de 1994, nous avons vu la fin du premier mouvement de mise en place d'un projet élitaire, commencé avec Boudiaf, interrompu avec Qsdem Arbah, tous les deux ayant été assassinés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que, et c'est ma lecture, je crois que dans les rangs de l'armée, en tant qu'institution, dans les rangs de l'armée, il y a une sorte d'alerte qui a consisté à faire prendre conscience à un certain nombre de généraux, dans Yameen Zerwal, et on va comprendre pourquoi, qu'il y avait un glissement extrêmement dangereux. Il y avait déjà un premier pas qui avait été fait par une sorte d'atteinte à la Constitution, puisqu'on a déposé un chef de l'État. C'est une déposition, mais qui ne dit pas son nom, mais elle est comme ça. Ensuite, il y a eu assassinat d'un chef d'État sous la caméra. Et ensuite, il y a eu une éviction d'un certain nombre de gens qui, dans la marge de l'armée et dans la continuité des services qui sont multiples et opaques autour de l'armée, on a noté un début d'éradication de ces marges qui n'obéissent pas à la logique de mise en place qui avait été engagée par l'assassinat de Boudiaf. C'est-à-dire par ceux qui ont déposé le Boudiaf? Bien sûr. Par les gens qui ont conduit le coup d'État? Absolument. Les généraux, je n'ai pas beaucoup de noms parce que je ne connais pas l'armée algérienne. Comme disait quelqu'un, la grande muette, mais aussi elle est un peu la grande timide
puisque en 88, elle est sortie, et depuis 88, je crois qu'il y a eu une décision des états-majors et des grands décideurs de l'armée de ne plus investir l'armée. Ça, je crois qu'ils ont compris à ce moment-là que la faute qui avait été faite en 88 était à ne plus jamais refaire. Mais un certain nombre de généraux, dont le premier qui va arriver, c'est Zeroual. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que Zeroual a eu un conflit en tant que chef des forces armées terrestres. Il a eu un premier conflit avec Chadli Ben Jdid du temps où Chadli était en activité. Et ça a tourné autour du rôle de l'armée et de la manière de concevoir le rôle de l'armée. J'en avais dit préalablement que Chadli avait engagé, sous la pression d'un certain nombre de ses proches conseillers et sous les pressions du Fonds monétaire international et d'un certain nombre d'institutions qui demandaient la réduction des effectifs des fonctionnaires de l'État, Chadli n'a rien trouvé de mieux que commencer à tailler dans l'armée. C'est une vérité, on ne peut pas la cacher. Et Zeroual est parmi les officiers qui vont réagir contre Chadli Ben Jdid et qui va lui faire connaître qu'il ne partage pas son point de vue sur les tentatives de restructuration de l'armée qui conduisaient à un affaiblissement du potentiel militaire de notre pays au moment où les tensions avec le Maroc existaient encore. Tout en défendant l'idée de la nécessité d'une réforme de l'institution militaire. Absolument, absolument. Le deuxième bonhomme qui s'est opposé, quant à lui, non pas sur l'armée, mais sur la fonctionnalité des services, s'est opposé à Chadli Ben Jdid, c'est Qasem Marbah. Or, Qasem Marbah est assassiné. Moi, je relie dans une certaine manière l'assassinat de Qasem Marbah à ce conflit précisément, qui me paraît être plus important que toutes les supputations qu'on a eues autour de dossiers qu'il aurait récupérés de Suisse, qu'il aurait récupérés de... Enfin, c'est-à-dire en termes politiques de la menace qu'il pouvait constituer contre les détenteurs du pouvoir réel. Exactement. Exactement. Et c'est important pour comprendre la suite. Pourquoi? Parce que, à côté de Zeroual, je crois savoir qu'il y avait un militaire, un officier de carrière, qui était un ami intime de Zeroual et qui va être assassiné, et qui s'appelle le général Khalil Habib. C'est un cas trouble dans le cas des assassinats des généraux à la retraite, parce qu'ils n'étaient pas dans l'actif. Mais c'était un homme très lié à Zeroual. C'était un homme aussi qui était un des grands spécialistes du train, et c'est important dans la vie, en particulier des forces terrestres. Et le cas de ces deux généraux, qui sont pratiquement dans la ligne de mire, montre qu'effectivement, il y a une volonté de protéger la colonne vertébrale de l'armée, qui sont les forces terrestres, contre les tentatives de démembrement et contre les tentatives de dislocation de l'armée. Or, que demande Zeroual et que demande Qasem Marbah? Il demande que les structures parallèles à l'armée, c'est-à-dire les services, doivent rester dans le cadre de l'armée. C'est-à-dire doivent obéir au chef d'état-major. Voilà, absolument. Or, on a vu se profiler depuis la mise en place du régime de Chadli Ben Jdid et depuis la montée en puissance d'un certain Arbi Bakher, l'émergence d'une sorte de haut comité de sécurité nationale qui va être directement capté et intégré à la présidence. Et c'est un peu le modèle français de la DGSE qui s'occupe, ce sont les grands services spécialisés qui dépendent directement de l'Élysée. Cette façon de vouloir tirer les services de la sécurité militaire ou l'ancienne sécurité militaire qui va s'appeler DRS vers la présidence inquiète l'armée. Inquiète l'armée parce qu'ils vont devenir incontrôlables. Ils vont devenir les jouets entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir politique, qui sont donc les négociateurs avec les puissances internationales et ceux qui, éventuellement, parrainent les milieux d'affaires. Ça, il faut absolument... Non, ce sont deux points très stratégiques, parce que
ce sont deux points qu'on peut vérifier plus tard. Bien sûr qu'on va les vérifier. C'est-à-dire dans la fin des années 90, les années 2000 jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. C'est ce qui encourage les réseaux, la corruption, les influences, l'abus de pouvoir, les nominations, les dépositions, etc. Exactement. Donc, en 80, de 1992 à 1994, le HCE a failli. Il n'a pas pu mener à bout sa mission, il n'a pas pu relancer l'Algérie, il n'a pas pu redonner à l'Algérie une image de pays avec lequel il est possible d'établir des relations. Mais ce n'était pas aussi sa mission entre nous. La mission, c'était juste de gérer la transition jusqu'à l'échéance présidentielle de 1994. Il y avait, à l'époque, quand on en avait parlé, personne n'a parlé d'échéance de 1994. Je veux dire pas de 83, je veux dire jusqu'à la fin du mandat Chadli. Légal du mandat Chadli. Voilà. Exactement. Donc c'était une institution transitoire. C'était une institution qui a subi l'assassinat de son premier chef, Popotia. On a ramené un des anciens colonels de la guerre de libération, en l'occurrence Ali Kafi. Oui. Donc c'était plutôt instable. Et tout était transitoire. C'était transitoire, effectivement, mais disons que la situation était restée relativement floue. On pense, je crois l'avoir lu, mais je ne sais pas si ma mémoire ne me trompe pas, je pense avoir lu quelque part, je ne sais pas si c'est de manière directe dans la presse ou des commentaires qui ont été faits par des gens comme Samraoui ou autres, que la fin du HCE a dû correspondre aussi avec la fin du mandat imposé à Kafi par les membres du HCE et par Nazar en particulier, parce que Kafi aurait voulu une prolongation de la mission du HCE. Jusqu'à 95. Jusqu'à 95. Et voilà que je crois, et c'est un indice. Un indice, ça veut dire que la pression de l'armée, la pression des généraux qui étaient dans l'encadrement direct de l'armée, a voulu mettre un terme au HCE. Pourquoi mettre un terme au HCE? Parce que c'était tranché de manière nette le statut et la fonctionnalité des services. Où sont les services? Pour qui travaillaient-ils? Ils avaient travaillé pour Chadli Ben Jdid parce que Belkher les avait captés, les avait attirés. Belkher ayant été écarté en apparence après l'assassinat de Boudiaf, nous en avons longuement parlé, à ce moment-là, les services restent en roue libre. De qui dépendent-ils? Vont-ils être réintégrés à l'armée? Et c'est ce que veut Zarouane. C'est ce que voulait Qasem Marbah. Ou bien vont-ils rester comme une sorte de pouvoir occulte, de nébuleuse dangereuse, parce que c'est une nébuleuse qui, en même temps, participe d'une certaine manière à maintenir la situation sécuritaire en ébullition. On avait parlé, ça vaut ce que ça vaut. Samraoui dit que beaucoup de GIA ont été créés par les services. Moi, je prends acte. Je n'ai pas la possibilité de le prouver. Même s'il y a eu des confessions de certains. Certains anciens, oui. On en a parlé et on ne va pas revenir sur ça. C'est ça. D'accord. Donc, Zarouane et un certain nombre de généraux pensaient qu'il était, d'abord salutaire et viable pour l'armée de réintégrer ses services, et c'était le meilleur moyen de les contrôler. Et il y avait, à ce moment-là, Zarouane a accepté, en tant qu'il avait été pratiquement mis à la retraite par Chadli Ben Jdid. Et comment? Il était parti en retraite? Oui, il était parti en retraite. Et il revient à ce moment-là, il revient comme pratiquement ministre de la Défense. C'est ça, pour remplacer Mazar. Et ensuite, il prend la tête de l'État. Il prend la tête de l'État, puisque le HCE s'arrête. Et la première chose qu'il programme, c'est les élections. Alors que les élections... C'est-à-dire une année après. Une année après. Mais personne ne pouvait parler d'élections. La rumeur avait beaucoup parlé des élections, le retour au système électoral dans les années 93,
fin 93, début 94, et beaucoup de gens disaient que c'était très prématuré, la mouvance islamiste était encore assez active, elle avait encore pignon sur rue, et il était difficile d'organiser des élections. Or, Zarouane dit qu'il est possible d'organiser des élections à condition, bien entendu, de revenir à une certaine légalité, et non pas légitimité, légalité, il y a une nuance. À une certaine ouverture sur la classe politique, à un dialogue national. Voilà, nous y sommes. Retour. Et en plus, une ouverture sur la classe politique et surtout l'ouverture à cette nouvelle classe politique qui s'était mise en place, mais qui n'a pas eu le temps de démarrer parce que la turbulence de 90 a tout faussé. Or, il y a une pépinière d'hommes politiques, de technocrates, d'intellectuels qui vont commencer à se rendre visibles et à ce moment-là, ils donnent la possibilité à des décideurs de choisir un chef de gouvernement, de choisir un responsable d'entreprise, etc.